Honneur, respect, mes chers amours, merci d'être là avec nous. Merci de nous accueillir chez vous pour une émission qui va être vraiment chaude, hein. Surtout quand ce jour, le 18 novembre 2025, nous rappelle le 18 novembre 1803, hein, la date butoir où nos ancêtres africains ont décidé de faire la bataille du siècle, de mener une guerre contre les colons et par laquelle ils vont carrément obtenir leur liberté, une liberté qui a été travaillée, qui a été exigée et qui a été carrément obtenue par le prix de leur sang. Alors aujourd'hui, spécifiquement, je tenais absolument à remercier nos ancêtres et à vous dire que le combat continue parce que nous avons notre part à faire. Et imaginez-vous, aujourd'hui, nous allons parler de quel pays? Le Mali, le pays qui a osé dire non, et nous avons des Maliens qui sont de partout dans le monde, qui se portent, il y en a d'autres qui critiquent, il y en a d'autres qui essaient de trouver le juste milieu pour un Mali plus fort, un Mali qui doit retrouver, n'est-ce pas, dans le temps passé. Alors pour le faire, nous allons accueillir un ami qui a vécu au Canada, avec qui j'ai eu à travailler dans le milieu communautaire, un ami qui, vous savez, donc je vais le tutoyer comme je fais avec tous mes invités, parce que c'est la fraternité, on est en train de parler de choses qui nous concernent. Alors, sans plus tarder, je vous introduis Khalifa Goïta, avec qui nous allons avoir cette conversation-là. Et je vous dis, il faut rester vraiment à l'affût parce que beaucoup de choses, il va nous imprégner de sa sagesse et de son analyse du moment. Alors, Khalifa, comment es-tu? Je vais très bien. Un bonjour au Canada. On te remercie, on te salue aussi. Un bonjour au coucher du soleil ici. Mais un bonjour avec toute la chaleur humaine du Mali et de l'Afrique. Oh, que ça nous fait du bien parce que ici, ça commence à changer de couleur et à faire froid. Considérez que vous êtes en été ici au Mali. Oui, exactement. Non, faut pas me faire pleurer en tout cas. Alors, Khalifa, est-ce que je devrais ajouter quelque chose d'autre? Bon, je suis un fils de paysan pauvre. Je vais commencer par là. Je suis né dans une famille paysanne, d'une maman, d'un papa qui ne savait ni lire ni écrire. Donc, imaginez les devoirs à la maison sans encadrement. Donc, après le primaire, le secondaire, le bac, j'ai fait 5 ans en Chine pour apprendre la littérature. Donc, j'ai fait lettres chinoises. Je suis rentré au Mali avec une licence en lettres chinoises et recruté au ministère des Affaires étrangères comme traducteur-interprète des affaires étrangères. Donc, me voilà au Canada avec une belle épouse et 3 enfants, 2 beaux garçons et puis une très belle fille. Et comme spécialiste de recouvrement, donc gestion de crédit et recouvrement. Canadien, j'ai eu la grande joie de diriger l'association de la diaspora africaine avec toi et beaucoup d'autres. Et donc, je n'oublie pas ces combats-là. Ces combats-là étaient pour la communauté afro-caribéenne sur place. Et ces combats-là étaient également pour l'unité africaine, pour l'unité des Noirs partout où nous sommes sur la planète, je dirais même l'univers. Alors, Khalifa, tu es retourné au Mali et il y avait ce changement de régime. Comment tu as vécu ça? Et on se bat contre vents et marées. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a un discours qui dit, ah, bon, là, c'est le moment, vous avez fait votre part, là, il faut céder la place à un gouvernement civil. Est-ce que ça reflète la pensée de tous les Maliens? Est-ce que c'est juste une petite minorité qui veut absolument pousser pour des élections? Peux-tu nous donner l'heure juste par rapport à ça? La majorité de la population, donc je dirais la personne lambda qui a vécu les soubresauts politiques au Mali et la gouvernance au Mali, les gens sont arrivés à la conclusion qu'il ne faut même pas faire confiance à qui que ce soit qui parle de politique. Donc, dès qu'un sujet glisse vers ce qu'on appelle politique, les gens répondent « Oh, écoutez, vous avez trop fait pour ce pays en termes négatifs. Aucun politicien, parce que c'est comme ça qu'on qualifie la gouvernance passée, aucun politicien, le peuple, n'a prouvé dans la gestion
ou dans la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, aucun d'entre vous n'a prouvé qu'il en valait la peine. Donc, on ne veut plus vous écouter. Ces jeunes-là, les 5 colonels, maintenant les généraux, ces militaires-là sont venus nous ouvrir les yeux. Ça, c'est le vocabulaire qu'on entend. Ils sont venus nous ouvrir les yeux et on ne veut pas revenir en arrière. Donc, les politiciens se sont discrédités. Et on dit même la démocratie, c'est discrédité. On ne veut plus de démocratie. On veut juste ces jeunes-là. Et le premier problème, c'est que les étrangers qui ont tellement fait souffrir ce pays, qui ont exploité ce pays, on ne veut plus en entendre parler, sauf dans des rapports de collaboration, de coopération en gagnant-gagnant. Donc, parler d'élection dans ce contexte-là, pour faire démocratie, ça ne passe pas dans la rue, ça ne passe nulle part. OK? Et les gouvernants actuels, donc on va dire les militaires, ont eu, et jusqu'à présent c'est le cas, ils sont en train de surfer sur une vague populaire. Donc, lorsqu'il y a cette situation pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais quand ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors on a accepté un mouvement que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors il y a la fatigue qui s'installe et l'espoir en prend un grand coup parce que les populations vivent d'espoir, mais quand dans leur quotidien, elles sont freinées par des actes terroristes, des actes de violence, de vandalisme, alors même des petits brigands ici et là deviennent des terroristes. Voilà, parce qu'il y avait des brigandages ici et là. Ça, c'est dans toutes les sociétés. Bien sûr. Mais la situation est telle que un simple brigand qui commet un crime crapuleux, on dira que c'est du terrorisme. Donc, les djihadistes ont fait ceci, ils ont fait cela. Donc, tout est mis pratiquement sur les djihadistes. Alors, ça veut dire que le gouvernement et l'armée se battent non seulement sur le terrain contre ceux qui veulent changer le système par la violence, au lieu de le faire suivant nos traditions par le dialogue. Et les différents gouvernements jusqu'à date ont ouvert la porte à de multiples dialogues, des assises nationales, de dialogues inclusifs. Et on a mis la table pour tout le monde. Est-ce que les processus de discussion avec la population, est-ce que c'était toujours, comment je dirais ça, fait de la bonne façon? Ça, on peut critiquer, mais le fait est qu'il y a eu beaucoup de tables de négociation et de dialogue. Donc ça, c'est la tradition malienne. Moi, comme au bas de l'échelle, et par rapport au rapport entre administrés et population, étant au bas de l'échelle, depuis le temps colon jusqu'à aujourd'hui, ce rapport n'a pas changé. Donc, en général, les populations n'ont pas confiance aux administrateurs pour la corruption et les abus. Ça, c'est un fait et ça n'a pas diminué sous la nouvelle vague révolutionnaire. Ça n'a pas diminué. La corruption est à un niveau, je dirais, incroyable. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, il y a beaucoup à faire à tous les niveaux. Mais de mon point de vue, ce qui est le plus important, c'est le facteur éducation. Donc, l'éducation, en termes de son niveau et de sa qualité, a beaucoup baissé. Donc, dans un pays où les gens n'ont pas un minimum d'instruction, d'éducation, et quand je parle d'éducation, c'est surtout le côté, pas instruction, mais comment on a élevé les gens au niveau de la moralité. Civil, en fait, le côté du savoir. Voilà. Le côté d'éducation, parce que tu peux être PhD et mal élevé. Oui, civique, hein, ouais, le côté civique. Voilà. Le côté civique et le côté familial, le côté, comment on appelle ça là, affectif, respect mutuel. J'ai été choqué en arrivant du Canada qu'il n'y a pas de respect dans le ton. Il y a juste de la violence verbale. Les gens crient les uns sur les autres. Il y a cette atmosphère-là, même dans la cellule familiale, où le papa ne parle pas à la maman. Le papa, il est dictateur, il crie. La maman crie. Le grand frère crie. La grande sœur crie. Tout le monde crie sur tout le monde. Mais Khalifa, est-ce que pas le résultat
justement d'une certaine frustration qui perdure socialement et d'un changement générationnel. Bon, bien que là, on parle de papa et maman aussi qui font la même chose parce que j'ai remarqué que ça, c'est devenu un courant naturel dans beaucoup de nos cultures parce que les Haïtiens se plaignent aussi de la même chose. Il y a ce manque de savoir-vivre qui est tellement prenant que ça devient inconfortable. On ne peut même plus se parler entre individus, voire s'asseoir pour régler un problème commun. Tout à fait, tout à fait. Donc, chacun pense que plus tu cries fort, plus tu vas te faire respecter. Pour nous, les expatriés, entre guillemets, nous avons une double solitude. J'ai vécu la double solitude. Vous parlez québécois. Et comment ça se traduit au Mali? Donc, au Canada, nous sommes des Maliens, des Africains, des étrangers. Maintenant, au Mali, je suis un Canadien. Qui ne Je ne suis pas malien. Voilà, au Mali, là, je suis Canadien, je ne suis pas malien. Tu es Canadien qui ne comprend pas trop les choses. Qui ne comprend pas. Non, ça fait longtemps que tu es resté dehors. Tu ne comprends rien. Ça fait longtemps, donc tu ne comprends pas. Attends, on va t'expliquer. À court d'arguments, alors on me met à la face que j'ai trop duré à l'étranger et que je ne comprends pas la réalité. Même si tu vis la réalité actuelle. Tu vis la réalité actuelle. Alors, je réponds en disant, je connais la réalité, même en étant à l'étranger, parce que c'est moi qui envoie les frais de condiment par Western Union. OK? S'il faut labourer le champ, c'est moi qui envoie les frais. Donc, je connais les frais de labour. S'il faut sarcler, je connais les frais. S'il faut récolter et rentrer la récolte à la maison, c'est moi qui paye. Donc, je connais. Si quelqu'un tombe malade, c'est moi qui paye l'argent pour l'ordonnance. Donc, je connais les problèmes de santé. Si quelqu'un me dit, là où je suis actuellement à Sikasso, Sikasso de chez moi à Koutiala, c'est 133 km. Mais dans le car, nous faisons ça en 4 heures à cause de l'état de la route. C'est encore compliqué. Avec la peur dans le ventre pour le terrorisme. La peur dans le ventre. On se souhaite bonne arrivée quand on rentre dans un car. Et quand on arrive, on est tous soulagés et on se souhaite la même chose au retour. Donc, l'état des routes, c'est pas ça qui permet une économie. Si on ne communique pas, il y a beaucoup de pertes. Donc, si toi, tu amènes ta petite, comment on appelle, Toyota ici au Mali, sur mes routes entre Koutiala et des villages, je pense qu'en 6 mois, tu vas garer. Parce que ça va se gâter et tu n'auras pas les moyens de réparer. Donc, ce que tu es en train de me dire finalement, c'est que au Mali, malgré la bonne volonté du gouvernement ou des militaires actuels qui gouvernent le pays, les réalités rattrapent la population malienne. Quelle est la lecture de la chose? Comment vous voyez ce changement-là en termes d'infrastructure? Parce qu'on a vu aussi, ma dernière émission sur le Mali, j'avais montré à travers des vidéos que j'avais reçues, justement, les initiatives prises par le gouvernement en ce qui concerne le fait de nationaliser certaines entreprises, de prendre le contrôle aussi. Alors, est-ce que ça, c'est de la communication qui se fait ou est-ce qu'on voit cette réalité-là? Oui, c'est une réalité que le gouvernement, non seulement au plan législatif, mais concrètement avec des coopérations, a la volonté politique et concrète de prendre en main le secteur minier, disons tous les secteurs de développement du pays, pour que ça soit un développement endogène, malien, pensé et réfléchi par les Maliens, pour les Maliens d'abord. Bon. Et ça, ce n'est pas facile aujourd'hui dans le contexte international. Alors, parce que partout, c'est la crise. Hein? Au Canada, c'est la crise. Je pense même qu'en Occident, on est en récession. Les gens ne vont pas le reconnaître. Donc, c'est un système global qui est malade de son propre système. Et est-ce qu'il faut le changer de façon globale? En tout cas, au Mali, la population est d'accord que absolument il faut changer les choses. Les rapports entre les citoyens, les rapports entre les gouvernants et les administrés, et les rapports entre pays, disons les rapports entre humains doivent changer en rapport de solidarité, en rapport d'affection, d'amitié, disons en rapport d'amour. Bon, et c'est ça qui a pris la porte. Chacun veut des ressources qui sont vitales, donc de façon stratégique, au lieu qu'on s'harmonise et qu'on regarde tout ça paisiblement,
pour que chacun en tire son compte au niveau de l'humanité. Non, chacun a son plan stratégique d'aller retirer, soit avec la diplomatie ou gentiment, des ressources dont il a besoin ailleurs, ou si ce n'est pas possible gentiment, de retirer ça par la violence. Ben, il y a des moments qu'il faut prendre des décisions, même si que ça fait mal, quoi. Donc, est-ce que la violence, le processus de violence, est-ce que c'est durable? Bon, moi, je questionne, mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, on a l'impression que l'être humain, à partir d'un moment donné, s'est inscrit dans une logique de violence pour dominer. Exactement. Donc, les processus de l'époque féodale jusqu'à aujourd'hui, l'histoire, c'est la violence. C'est ce que qui a engendré l'esclavage, qui a engendré 2 guerres mondiales. Et nous sommes, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une logique de guerre mondiale. Exact. Bon, maintenant, comme ça s'est exacerbé, les gens pensent que ça a commencé maintenant, il y a 1 an ou il y a 2 ans. Mais moi, je dirais que dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est rentré immédiatement dans une autre logique de violence. La preuve est que le Conseil de sécurité, juste quelques membres, décident encore de l'avenir du monde sans impliquer les populations mondiales. Alors voilà, c'est ça justement. Là, j'ai reçu le carnet de Sabou qui fait aussi des analyses assez pointues de la situation. Et grâce à toi d'ailleurs, tu as partagé ces réflexions-là et j'ai remarqué que qu'il a peint aussi certaines réalités. Et finalement, il conclut par 3 lignes importantes, 3 axes importants à voir, qui est le départ de la junte, qui serait une passerelle régionale, retour aux civils, vite, propre, garanti. Est-ce que là maintenant, avec cette alliance de l'AES, il y a lieu de penser que si le Mali déciderait d'aller vers un gouvernement civil, est-ce que, selon toi, quand tu regardes les choses, tu analyses ce qui se passe autour, les institutions aussi que le Mali a dû laisser de côté pour se fixer, en fait, se concentrer sur la population et ses besoins, ne penses-tu pas que ça pourrait dérailler l'alliance qui s'est faite à travers ces 3 pays-là? Bon, personnellement, je pense que si l'un des pays doit aller à des élections générales, bon, je dirais pas à gouvernement civil, mais à des élections générales, inclusives, y compris les militaires peuvent être candidats, que ça se passe avec une concertation préalable simultanément dans les 3 pays, puisque c'est une confédération. De mon point de vue, il faut harmoniser les politiques, sensibiliser les populations des 3 pays au fait que nous sommes une entité unique et nous devons choisir nos représentants de façon légitime, donc aux 3 niveaux. Bon, mais là, il faut une sensibilisation. Il faut une éducation. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que l'éducation, c'est central. Si les gens n'ont pas le niveau minimum d'instruction, d'éducation, ou même il y a un autre mot qui s'exprime seulement en bambara. Okay. Voilà, l'amont, c'est-à-dire que être élevé, bien élevé. Comme je disais, tu peux avoir un doctorat, tu peux être un éminent expert, mais si tu n'es pas bien élevé, c'est un problème. Donc, c'est l'éducation doit englober tout ça. Et si ce niveau-là n'est pas la majorité, il y a même un problème de communication. Comment communiquer pour que la population ou les citoyens comprennent? Le gouvernement actuel est en train de mettre beaucoup d'efforts dans cette éducation. Est-ce que ça se fait de la bonne façon? Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que tout le monde dit c'est une bonne chose qu'on s'affranchisse de la domination. Bon, et là, s'affranchir de la domination et combattre la corruption, combattre la violence, tous ces fronts-là ensemble, ça exige un niveau de citoyenneté. Ça exige de celui qui veut se lancer dans la bataille pour représenter les citoyens que cette personne ait de la hauteur et que cette personne ait le sens de l'État, le sens du pardon, parce qu'il y a beaucoup de crimes. Que cette personne ait le sens du pardon, du vivre ensemble dans son acception la plus large possible. Bon, si c'est dans ce cadre-là et que tout le monde comprenne que la gouvernance d'un pays, c'est la gestion de mes impôts individuels, c'est la gestion de mon destin. Donc, celui qui fait la gestion de mon destin et de mon quotidien, je dirais, je l'ai choisi. Pas qu'il est venu de nulle part, mais si je l'ai choisi, je l'assume. Parce que c'est mon choix. Mais si on ne donne pas ce choix-là,
ça devient problématique. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on ne peut pas gérer les urgences dans le système démocratique selon les principes que nous connaissons actuellement. Le Sahel et le Mali en particulier, c'est comme nous sommes dans une situation d'urgence, d'incendie. Quand le feu prend dans une maison, quand il y a incendie, ce n'est pas un système démocratique qui éteint l'incendie. Il y a une hiérarchie et il y a un temps. Si on n'intervient pas à temps et qu'on suive la hiérarchie, qui fait quoi, comment, quand, et là où ça doit se passer, on doit être présent. Si on ne fait pas cela, la maison brûle complètement et on arrive trop tard. Donc, je fais cette analogie pour dire que un processus démocratique, transparent, équitable ne peut pas se faire dans une situation où les gens s'entretuent. Il faut d'abord pacifier le pays, ensuite faire un dialogue de sorte que celui qui a fauté reconnaisse sa faute et se repentisse et dise oui, moi je suis en faute, je suis en erreur. Je reconnais mon erreur et je décide à partir de maintenant d'être un citoyen qui aime l'autre citoyen, quel que soit son niveau, quel que soit ce qu'il a fait avant. Et c'est ça qui est difficile. Nous sommes dans cette problématique. Alors, Khalifa, c'est de savoir que le gouvernement actuel se bat contre les malfrats de l'intérieur et je dirais carrément les mêmes de l'extérieur, ou du moins quasiment avec seulement comme différenciation, la peau, la culture et tout ça. Donc, et on voit aussi qu'on essaye par tous les moyens, je dirais carrément les Français ainsi que leurs cousins, de discréditer le gouvernement parce que certaines personnes disent clairement qu'il y a là une incapacité, que le chef n'est pas capable de répondre. C'est comme si on démontrait qu'il était juste incapable de répondre à ses responsabilités. Est-ce que c'est la perception du peuple actuel ou est-ce que tout simplement les gens se disent, ben écoute, c'est un être humain, il fait de son mieux et puis là on continue et puis on verra la suite des choses? Bon, malheureusement, mon observation est que la population est partagée. Les gens ont des points de vue divergents par rapport à la gouvernance actuelle. Parce que tant que tu as la corruption, et c'est reconnu, tant que les routes ne sont pas en état, tant que au niveau de la santé, ça ne va pas non plus. Donc, si on met tout ça ensemble, il y a une demande sociale et économique très forte pour que les gens aient le minimum. Parce que s'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les réseaux pour que les gens communiquent, il n'y a pas le gasoil, pas l'essence. Donc, se déplacer d'un endroit à un autre pour faire son commerce. Quand tout ça là, ça devient difficile, on blâme l'étranger et on blâme la gouvernance. Donc, les gouvernements sont pris en étau parce que est-ce que je dois aller sur 2, 3 fronts pour combattre et arrêter la violence, protéger les populations? Si je dois faire un choix entre ça et réparer des routes, mettre en état des hôpitaux, donc gérer quotidiennement la vie des gens et en même temps éteindre le feu ici et là, plus le fait que ceux-là qui pensent qu'ils ont été lésés à l'avènement de la révolte populaire, je ne vais pas dire révolution, mais la révolution, disons la révolte et ses conséquences, certains ont été impactés dans leurs privilèges. Ça, c'est certain. Donc, et alors, si tu faisais la pluie et le beau temps, et tu faisais des voyages ici et là, tes enfants sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, tu vas régulièrement à la Mecque, pas de problème. Bon, maintenant, si tu ne peux plus faire ça, c'est sûr que tu vas dire que c'est pas bon. Donc, il y a cette catégorie-là. Bon, il y a la réalité aussi que, privilégié ou pas privilégié, la population n'a bénéficié de rien de bon des deux côtés. Donc, il y a une frange de la population, depuis que certains sont nés, ils sont dans la misère. Donc, eux ne peuvent pas porter un jugement positif sur quoi que ce soit, mais ils ne parlent pas. Et cette population silencieuse-là, on ne connaît pas son point de vue. Et c'est cette population silencieuse qui a un sens incroyable de l'innovation, de la débrouillardise. Ce sont ces femmes-là et ces jeunes garçons qui sont au marché tous les jours. Ils quittent la maison, ils vont au marché. Ils ne savent pas quoi y faire pour certains, mais ils espèrent trouver quelque chose à faire pour amener quelque chose à la maison. Ce sont ces femmes-là qui bravent le danger tous les jours à prendre des cars pour voyager d'une ville à une autre, pour échanger, acheter quelque chose et vendre quelque chose. Donc, ce sont ces enfants-là et leurs parents qui font 7 kilomètres à pied
pour aller se baisser au champ, faire un champ de haricots ou de maïs, espérant qu'au bout des 3 mois, ils puissent récolter quelque chose et se nourrir sans assistance de l'État. Alors ça, c'est la majorité. Donc c'est cette population-là qu'il faut considérer parce que c'est eux vraiment qui créent la vraie richesse, qui sont en fait le filet social parce que c'est eux qui enterrent leurs morts ensemble. Il n'y a pas de salon funéraire. Dès que quelqu'un décède, c'est dans le quartier, on le dit à la mosquée et on dit l'heure de l'enterrement. Les gens, qui 5 francs, qui 1000 francs, 500 francs, 10 000 francs, ils mettent ça ensemble dans le panier de sacrifice, comme on l'appelle, pour aider cette famille-là à passer ce moment difficile. Alors donc, il y a encore ces ressorts de solidarité et moi, je pense que c'est ça l'espoir. Parce que le désespoir est la cause profonde de la crise. C'est une jeunesse qui n'a pas l'éducation à hauteur de souhait. C'est une jeunesse qui, quand elle est au niveau master ou licence, est désœuvrée, n'a pas d'emploi. Et la vraie bombe et le vrai terrorisme, c'est le chômage des jeunes filles et des jeunes garçons. Parce que quand tu as une maîtrise et que ça fait 3 ans que tu es à la maison, les parents ont investi en toi, ils espèrent qu'en ce moment-là, tu vas prendre la famille en charge. Si tu as encore une charge, on te met ça dans les oreilles tous les jours. Ta formation n'a rien servi. Regarde un tel, regarde une telle, il ou elle n'est pas allé loin à l'école, mais ils se suffisent à eux-mêmes. Mais toi, tu ne peux même pas t'acheter une chemise. Quand tu commences à entendre ça et que du jour au lendemain, on te propose 1 million de francs cash pour déposer une valise dont tu ne connais pas le contenu quelque part, tu le fais 1 ou 2 fois, on te donne une voiture, tu roules dedans. Alors, tu as été recruté en ton insu dans ce qu'il y a de plus grave au monde, la trahison de ton propre peuple. Il y en a qui sont dans le système, ils ne sont même pas au courant, qui sont dans le camp de la violence et du terrorisme. Ils ne sont même pas au courant que ce qu'ils ont déposé, c'est ça qui a explosé. Donc, peut-être à m'entendre parler, n'importe qui serait découragé. Mais moi, je te connais. Tu n'es pas du genre à être découragé, toi. Mais vous voyez, je suis là, je suis au Mali, j'ai le grand sourire et je suis confiant que le peuple malien va relever les défis. En militaire ou en civil, en haillon ou en veste, en basin riche ou en basin pauvre, les Maliens, le peuple malien va relever le défi. Et nous n'avons pas commencé aujourd'hui. C'est le pays des empires, des grands guerriers. C'est le pays de la civilisation. Les Occidentaux disaient, allez à Tombouctou et mourir. C'était le lieu de la connaissance. Tout le monde rêvait d'aller à Tombouctou. Si tu arrivais à le faire une fois de ta vie, tu pouvais mourir en paix. Alors, c'est ce pays-là. C'est ce pays-là. Nous allons travailler pour retrouver cela. Alors, ce que j'ai compris, même si le constat est un peu sombre, il y a beaucoup à faire parce que le pays d'ailleurs ne se portait pas si bien que ça depuis quelques années. Il y a un regain d'espoir, le peuple veut faire autrement, le gouvernement veut répondre aux besoins actuels du peuple. Donc, on constate les difficultés, mais on ne perd pas espoir. Est-ce que c'est ce que j'ai compris dans tout ce que tu viens de dire là, Khalifa? Exactement, exactement. Face aux difficultés, il faut se battre, il faut réfléchir, trouver les solutions et les exécuter. C'est ça la résilience, hein? Voilà. Maintenant, si on se décourage, on ne réfléchit plus, c'est ça qui est grave. On réfléchit. Quel est le problème? Une fois qu'on a cité les problèmes, quelles sont nos priorités dans ces problèmes-là? Et quelles sont les solutions? Mais nos solutions à nous, pas la solution de quelqu'un d'autre. Tes propres solutions, tes propres réflexions. Et devant cette difficulté-là, pendant que tu réfléchis, les sentiments de découragement, non. C'est les difficultés qui doivent être le stimulus pour le courage et la fougue, l'instinct guerrier pour dire « Hey, en avant, en marche ». Ce peuple malien-là, le peuple africain, le peuple malien, n'en déplaise qui veut, est résilient, courageux et tous ces pays-là africains. Et moi, je dirais à travers le monde, parce que c'est le même problème fondamental. Ceux qui dirigent les pays, ceux qui dominent le monde, à un moment donné, il faudrait qu'ils mettent bas la terre, comme on dit
en termes simples, parce que les peuples, à un moment donné, se révoltent. La Révolution française l'a montré, la Révolution chinoise l'a montré, la Révolution cubaine l'a montré, la Révolution américaine l'a montré, et la Révolution bolchevique l'a montré. Quand les peuples disent non, et la c'est vraiment révolution non. haïtienne l'a montré. La Révolution haïtienne a montré le chemin à la Révolution et aux indépendances africaines. Donc, comme tu as dit en introduction, si en Haïti, les Dessalines et autres se sont levés, se sont battus, ont dit non, ont montré que même en bataille, on peut vaincre l'ennemi s'il y a cette volonté. La volonté d'un peuple, l'amour d'un peuple pour sa patrie, c'est invincible. Bon, Khalifa, comment moi je vais conclure cette émission-là avec toutes ces paroles comme on dit, vaillant, hein, toutes ces paroles vaillantes? Comment je vais conclure? Je te laisse conclure, moi. Je te laisse dire. Debout, 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 partout, debout. Et la victoire, c'est ici et là. Aïe, Bobo. Alors voilà, vous avez entendu, debout, 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 la victoire est surtout psychologique, c'est mental. Alors on va faire ce qu'on a à faire, Khalifa. Merci d'avoir pris ce temps précieux-là pour nous parler, pour nous exposer la situation malienne. Je crois que pour certaines personnes, ça va leur donner un regain d'espoir pour dire, ben écoute, là, nous allons continuer de supporter le peuple malien, quel qu'en soit là où on se trouve. Pour certaines personnes, ils vont probablement se dire, ben écoute, on va pas rester là, pousser pour les élections. On va probablement mettre les mains dans la pâte et essayer de faire marcher la machine. Et puis, probablement, certains diront que bon, on va essayer de faire autant d'alliances que possible avec le peuple malien pour justement les aider à atteindre cet objectif-là qui est de rester souverain. Khalifa, merci énormément. Merci du fond du cœur. Je sais que ça va pas être le passage, ça va être juste le début de une conversation. Ça fait une conversation. Exactement. Et je voulais profiter de ce moment-là où on se dit au revoir pour dire que lorsque j'ai démissionné, que je suis rentré au Mali pour assister ma maman, qui est en fin de vie, elle est dans sa 102e année. Je dis aux gens, tout ce que vous faites, faites-le avec le cœur. Parce que souvent, la raison disait que je reste au Canada. Elle est vieille, elle peut partir. Et j'ai ma famille là-bas. Donc, la raison me disait non, tu pars pas. Mais le cœur, c'est une maman. Après Dieu, c'est une maman. On vient de là. Et chaque jour que je la vois, je me dis, un jour, je serai comme ça. Et je souhaiterais que quelqu'un soit là pour moi. Bon, donc, c'est réaliser que nous pouvons être très entourés, mais terriblement seuls en même temps. Donc, cet esprit maternel, paternel, cet esprit de famille, c'est ça un pays. S'il n'y a pas ces esprits de famille, de sacrifice, les uns pour les autres, d'affronter le danger, d'affronter la précarité, mais pour petit mot là, amour, c'est très important. C'est pas que je n'aime pas mes enfants au Canada, ni ma femme au Canada, mais on ne doit pas mettre quelqu'un dans ce choix-là. C'est pas un choix. Il faut pas voir ça comme un choix. Il faut voir ça comme un devoir et à un moment donné, une priorité. Donc, chacun à son niveau doit être un soldat dans le cas du Mali. Chacun à son niveau devrait se dire, je suis habillé en civil, mais je suis un soldat. La différence, c'est la tenue. Chacun dans tout ce que tu fais, tu dois le faire bien. Pas seulement bien, mais de façon excellente. Tu dois le faire en te mettant à l'esprit que c'est toi le président du pays. Si chacun est président du pays au niveau de la responsabilité personnelle et collective, alors je pense que c'est comme ça qu'on doit mener le combat. C'est au niveau familial, c'est au niveau du quartier, au niveau de la ville, au niveau de ce que tu fais au quotidien avec tes collègues. Chaque geste doit être considéré comme une semence. Alors, on sait que le grain, il est dans le sol. Cette semence-là, ça va pousser, ça va grandir, ça va porter des fruits. Ça peut prendre du temps pour certaines plantes et le temps peut être court pour d'autres. Alors, c'est ce que je voulais vous dire que ma maman, tous les jours, bénit tout le monde. Et moi, je lui envoie tout mon amour, toutes mes bonnes énergies et qu'elle continue d'intercéder pour nous parce qu'elle est beaucoup plus proche de ce qui est sacré que de nous. Chérissez vos parents. Aïe Bobo Khalifa. Merci encore, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Avec toi. Oui, avec moi, 3-3. Merci. Et merci à tous les spectateurs, les téléspectateurs. Merci à tout le monde parce que c'est un message, une conversation que tu fais, mais c'est pas une conversation à deux, c'est une conversation avec tout le monde. Tout
est Et dit. bon courage dans ce que tu fais. Oui, j'en ai besoin, quoi, moi. Voilà. Merci. Sois résiliente, quelles que soient les critiques. On Voilà. reste debout. Donc, On reste debout. voilà. Tu respires, tu vois, et puis tu sens cet amour pour le prochain, tu projettes ça, et je pense que c'est ça la vie, c'est ça qu'on laisse quand on part. On laisse une trace positive. Tout à fait. Tout est dit. Donc, longévité, ne parle pas maintenant. Exactement. Voilà. Et à toi, à tout le monde, gardez le sourire, quelles que soient les conditions, gardez le sourire. Exactement. Voilà. Alors, ciao, Khalifa. Bye bye. Bye. Alors, vraiment, merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir. C'est comme ça qu'on le veut. On peut pas, avec le sourire, avec le cœur, avec notre désinvolture même, parler de choses sérieuses et poser les bons gestes pour l'avenir de nos peuples. Nous avons le droit de vivre dans la dignité, dans la justice et surtout dans cette capacité d'évoluer parce que nous avons le cerveau, nous avons tous les outils qu'il faut, comme tous les autres peuples du monde, pour prendre soin de nous-mêmes et pour nous élever socialement, économiquement, politiquement, voire spirituellement, et j'en passe. Alors, merci d'avoir été là et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Et puis sur ce, je vous dis, Kembe Jam Palage, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine. Et bonne célébration de la bataille de Vertières. Il ne faut pas oublier. Parce que les ancêtres ont tracé le chemin pour nous afin que nous puissions être inspirés et poser des gestes qui les honorent à travers le fait de rester debout et de défendre la vie. Parce que chacune de nos vies compte. Voilà, tout est dit. Ah, c'est bien.